Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Issu de la scène tech ivoirienne, Basli Yorobi est un citoyen actif du monde numérique. Ce serial entrepreneur ivoirien est un geek très engagé, peut-on lire dans le magazine Forbes Afrique. Les contours trop figés ne sont pas faits pour lui. Hier, communicant web du gouvernement ivoirien, il partage aujourd'hui son temps entre la France et les États-Unis et porte de multiples casquettes. Une chose est sûre, ce geek de 35 ans bouillonne d'énergie et d'idées. Il se questionne, interpelle et fédère des communautés pour mieux comprendre le monde. Il a l'art de questionner le monde. Mais aujourd'hui, c'est nous qui le questionnons. Basli, bonjour. Bonjour. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Très très belle question. Alors moi, j'occupe mon temps sur cette planète Terre en faisant 3 choses hyper importantes. La première chose, je pense, je pratique beaucoup la pensée critique, communément appelée dans le langage courant philosophie. La deuxième chose que je fais, j'observe aussi, c'est l'observation. Donc j'observe beaucoup le monde. J'essaie de méta-communiquer, j'essaie de, même tu vois, pendant cette conversation qu'on est en train de démarrer, d'être dans cette conversation, mais en même temps, essayer de sortir un peu de cette conversation et de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'environne, et puis cogiter, essayer de puiser en fait dans l'onérisme, dans l'imaginaire, des choses intéressantes et revenir, donc l'instant présent. Et la troisième chose que je fais sur la planète Terre, c'est d'aller dans la nature. Souvent, je vais dans la nature juste pour respirer, prendre le temps de me connecter avec la nature et je ne parle pas. Je laisse juste la nature me parler et me toucher, quoi. Voilà un peu ce que je fais. Tu es un homme de réflexion, tu te connectes au monde et à la nature pour te ressourcer. C'est une bonne synthèse ? Exactement. Basli, avec qui est-ce que tu rêverais de prendre un café ? J'aimerais vraiment prendre un café avec Elon Musk. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une pensée critique très, très évoluée. Et aussi qui prouve qu'on est capable d'être à la fois concentré, mais en même temps multipotentiel. C'est un grand innovateur, tu trouves qu'il fait avancer le monde ? Ouais. On est d'accord. Si tu devais choisir quelque chose, une matière, un enseignement, un domaine de connaissances qui pourrait être enseigné dans toutes les écoles du monde, quelle serait-elle ? C'est complexe parce que moi, il y a à la fois la philosophie et la technologie. Donc, on va essayer de mélanger tout ça et ça va donner ce moi j'appelle par anglicisme la tech philosophie. Donc, c'est l'art de pouvoir faire de la philosophie avec le truchement de la technique. Pas forcément la technologie parce que dans technologie, il y a techno et logos, mais comment utiliser la technique et la philosophie pour permettre à l'humain de pouvoir aller de l'avant, quoi. Donc, ça sera pour moi la tech philosophie, quoi. La tech philosophie, donc, c'est réfléchir au bon usage de la technologie et à comment l'orienter vers le bien commun. Exactement. Et plus précisément, c'est comment utiliser les algorithmes pour mieux appréhender notre rapport au temps, à l'argent et à l'espace. Parce que la philosophie, c'est ce rapport avec ces 3 éléments. Sauf qu'on n'a pas souvent des datas, on n'a pas des données. Les algorithmes permettent d'avoir des datas, donc de passer de quelque chose qui n'est pas quantifiable à quelque chose de quantifiable et maintenant mesurer quelle est notre relation avec l'espace, relation avec le temps et aussi l'argent. Alors c'est vrai que les algorithmes sont de plus en plus dans nos vies. Est-ce qu'on pourrait imaginer une vie sans algorithme ? Algorithme, avantage, inconvénient ? Les deux. Avantage. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir mesurer, quantifier pas mal de choses qui c'était vraiment complexe pour l'humain de mesurer, de quantifier. Inconvénient parce que trop de données tue les données. Et c'est pour ça qu'on est un peu dans ce que moi j'appelle l'info, mais pas forcément moi, mais qu'on appelle de manière générale l'infobésité. Et donc, la problématique, c'est comment on met de l'éthos dedans, comment on met de l'éthique dans les données, parce que ces données-là, elles peuvent être utilisées pour faire de la surveillance contre le gré du citoyen, et là, c'est dangereux. Mais aussi, ces données aussi peuvent être utilisées contre le citoyen parce qu'on va vouloir le menacer ou on va vouloir mettre en public ce qui est caché parce qu'on sort ce qui est le domaine privé dans le domaine du public pour des raisons valables ou non. Et ça, c'est dangereux. Est-ce que s'il fallait donner 3 exemples qui, pour toi, sont un usage des algorithmes qui sont utiles au monde ?
Trois usages. Le premier usage, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on prend la ville de New York, ils ont fait en sorte que cette ville-là, il y a énormément de déplacements, de mouvements, etc. Donc, la ville de New York a ce qu'on appelle un CTO, donc un responsable d'innovation, et qui travaille sur comment faire de New York une ville connectée dans le but de pouvoir améliorer les flux de personnes. Donc, premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage assez intéressant, c'est le cas de ce qu'on fait avec les algorithmes au Kenya. Au Kenya, aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de familles, de personnes ont la possibilité d'acheter des produits via des technologies qui ne sont pas très développées, donc notamment tout ce qui est USSD, mais en même temps, en utilisant les USSD, ces USSD sont connectés à des algorithmes pour savoir en fait quels sont le taux de fréquentation, le taux de change fait par ces familles-là. Et donc, on va à ce qu'on appelle la low-tech. Et ces deux types de technologies, donc deep tech et low-tech, travaillent ensemble au Kenya. Donc ça, c'est le deuxième avec un projet assez intéressant qui s'appelle M-Pesa. Troisième cas d'usage, je pense qu'on va peut-être faire un petit tour en Asie. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend la ville de Singapour, pareil, Singapour a fait en sorte qu'il y ait un savant mélange entre la tradition et la modernité. Et ce qui permet aujourd'hui aux Singapouriens de pouvoir respecter l'environnement, c'est parce qu'en fait, on leur donne des données. Quand ils arrivent, par exemple, sur un arbre, ils peuvent flasher l'arbre et dire qu'ils savent que, par exemple, l'arbre a 100 ans et que, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, autant d'informations qu'ils n'auraient pas s'il n'y avait pas les algorithmes sur un arbre qui est peut-être centenaire et qu'il faut protéger, il faut respecter parce qu'il y a les anciens, etc., etc. Donc voici un peu trois exemples. Et là, on a fait un petit voyage un peu dans le monde et ça, c'est intéressant. Merci, Basli. Alors, tu as justement mentionné cette alliance, ce respect du lien entre la tradition et la modernité. Pour toi, quelle est la principale caractéristique que l'on retrouve chez chacun des êtres humains sur cette planète Terre ? Qu'est-ce que chaque être humain partage ? Pour moi, il y a une seule chose, mais on peut faire en sorte que cette seule chose soit divisée en trois choses. La première chose, pour moi, c'est l'amour. Amour, c'est amoré. Donc, amour, c'est ré, c'est le soleil chez les Égyptiens. Amour, c'est l'amour à soi. Donc, le fait d'accepter de se laisser traverser par le feu sacré. Donc, le feu sacré, c'est un euphémisme pour dire qu'à un moment donné, il y a une certaine lumière qui peut être ésotérique, normale, naturelle, peu importe le terme qu'on va utiliser, autant de vocabulaire pour dire la même chose. Et quand on se laisse traverser par ce feu sacré-là, on va commencer maintenant à s'élever pour se lever. Se lever pour quoi ? Se lever pour aller vers l'autre. Donc, pour moi, la première chose commune à tous les humains, c'est l'amour. La deuxième chose commune à l'humain, c'est la pensée. On pense tous. Et quand on va mettre de l'éthos dans cette pensée-là, on va faire en sorte que la pensée devienne la chose commune res publica. Ça me permet maintenant d'aller vers la troisième chose. La troisième chose qui est commune aux humains, à chaque être humain, quelle que soit la race, la couleur, etc., l'origine, le sexe, plein d'éléments pour nous différencier, c'est le dialogue. Sauf qu'on n'est plus aujourd'hui dans le dialogue, on est aujourd'hui tout le temps en opposition. On essaie de convaincre. Le but aujourd'hui dans la vie, c'est pas de convaincre. J'ai l'habitude souvent de dire que moi, mon but, c'est pas de convaincre parce que convaincre, c'est vaincre les cons. Moi, mon but, c'est de cibler, c'est de toucher ma cible parce que quand je touche ma cible, je cible ma touche. C'est simple. Ma touche, c'est quoi ? Je sais parler. A priori. Peut-être que je ne suis pas fort, peut-être que je ne suis pas bon. Mais a priori, je sais parler. Les gens du bien veulent que de 0 à 3 ans, je ne parlais pas. Et à partir de 3 ans, j'ai parlé, je ne me suis pas arrêté. Et donc ça, c'est ma touche. Il y a certains, ça plaît. Il y a d'autres, ça ne plaît pas. Il y a certains, ils apprennent à apprécier. Et donc, une fois que je vais me concentrer sur uniquement ces personnes qui vont être sensibles, pas forcément à ce que je dis, parce qu'en réalité, ce qui fait que les gens sont sensibles, c'est pas ce que je dis. C'est l'intention qui est derrière et puis un peu l'âme de ma voix. Bref, donc quand on s'intéresse à ça, finalement, on rentre dans le dialogue. Et là, le dialogue, pour moi, c'est la rencontre vers l'autre, où on fait trois choses. La première chose, c'est d'abord l'écoute active. Deuxième chose, c'est l'observation. Et maintenant, quand on fait l'écoute active et qu'on observe, parce que le corps parle, l'âme parle, l'esprit parle, et donc quand on va se connecter à tout ça, à un moment donné, il y a le silence va nous permettre maintenant de nous connecter maintenant au substrat de la personne et dire maintenant fais une synthèse et maintenant fais un propos qui sera assertif. Et donc c'est cette assertivité qui va faire qu'on va sortir de l'anxiété pour aller maintenant vers le partage. Voilà, on partage un moment. On avait un point de vue. Peut-être qu'il va être remis en cause, peut-être on va le garder, mais une chose est sûre, le dialogue n'est pas fait pour nous diviser, au contraire, le dialogue est fait pour nous rendre meilleurs. Donc, trois choses qui nous rendent communes ensemble, l'amour, la pensée et le dialogue. Trois choses qui permettent à la fois de pouvoir articuler sa pensée, ensuite de la verbaliser par le dialogue, et puis après, à un moment donné, d'avoir une posture, donc lecture, posture et gesture. Et donc, c'est vraiment ces trois choses-là qui font aujourd'hui la chose commune de l'humain. Et moi, j'appelle ça en un mot l'amour.
Alors, l'amour, la pensée, le dialogue, trois choses qui nous amènent à entrer en interaction les uns et les autres et souvent procurer de la joie, à nous rendre heureux. Pour toi, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire tout particulièrement par la joie qu'elle dégage? Quelle est la personne la plus heureuse sur cette planète pour toi? Question un peu difficile, mais À ta connaissance, enfin, donc tu es la connaissance de l'existence. ah oui, à ma connaissance, D'aujourd'hui ou d'hier, hein? si c'est aujourd'hui, c'est dur parce que la plupart des gens que je vois, je les vois pas assez heureux. Mais si c'est hier, je dirais Charlie Chaplin parce qu'il était tout le temps souriant. Je sais pas si c'était du acting studio, mais il était tout le temps souriant. Et moi, dès qu'on me parle de la joie, c'est l'image de lui que j'ai en fait. Le cinéma sans son, et puis il fait ses trucs, et puis il rigole. Après, il y a une autre personne qui est un peu plus proche de nous, c'est Louis de Funès. Louis de Funès aussi, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire et pour moi qui a cette joie-là. C'est vraiment ces deux personnes que dans mon esprit, dans mon imaginaire, quand on pense à la vraie joie, pas une joie qui est fabriquée, c'est ces deux êtres-là. Peut-être que c'est faux, mais pour moi, franchement, si on doit manifester la joie, c'est ces deux extrêmes. L'un qui ne parle pas et l'autre qui parle et qui fait des grimaces. Quelle est ta scène préférée qui te fait le plus rire avec Louis de Funès? Ah bah c'est celle avec les gendarmes. Je suis pas très bon en termes de mémoire sur les termes et mais spatio-temporel, oui. Et donc c'est une scène avec les gendarmes. Je sais plus le nom du film, mais en tout cas il était gendarme et il était avec deux gendarmes. Et puis ils étaient dans un dialogue et il y avait je crois qu'il y avait des gens qui ont dû fuir de la prison, un truc comme ça. Et il a commencé à s'énerver et puis il donnait l'impression qu'il avait raison, mais en fait il n'avait pas raison, il avait tort. Donc à un moment donné il se rend compte qu'il parle comme si il avait raison. Oh, il est en train de se comporter comme un con, mais malgré tout il sait qu'il a tort, mais il continue et puis après on se rend compte que il insiste parce qu'il est il est quand même le responsable de l'équipe. Mais en vrai, il racontait des conneries, quoi. Bon, c'était drôle, quoi, quand j'ai vu ça. C'est vrai que Louis de Funès me fait toujours bien rire, on passe toujours des bons moments. Si tu étais président des États-Unis, quelle serait ta première réforme? Si j'étais président des États-Unis, la première réforme que je ferais, c'était une réforme autour des notions de diversité et inclusion. En même temps qu'ils sont très en avance sur ces notions-là, en même temps ils sont encore aussi assez en retard parce que jusqu'à présent, la nation américaine n'est pas unie. C'est-à-dire qu'elle est unie quand il s'agit de faire des compétitions. C'est une nation de compétition. Quand il s'agit de faire du soft power, on s'unit tous pour le soft power. Donc, à l'extérieur, on a l'impression d'être unis. Mais à l'intérieur, on est vraiment démembré et il n'y a pas cette union. Donc, c'est très communautaire. Les gens ne mélangent pas assez. Même s'il y a des mélanges. Mais c'est le mélange-là, bon, c'est souvent dû à l'amour encore. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Bref. Donc, moi, si j'arrive, c'est de faire en sorte que déjà, on puisse faire une réforme au niveau de la diversité et l'inclusion, notamment en entreprise, et arrêter cette notion de quotas. Je trouve que les quotas, c'est malsain. On choisit des gens parce que ils ont une couleur ou un sexe, etc. Bref. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ferai en sorte qu'on puisse, en fait, de la même manière qu'ils font le show and tell et le show don't tell, donc le show and tell pour apprendre à sales et puis le show don't tell pour apprendre à pouvoir communiquer sans forcément vendre, je vais aussi les apprendre à faire en fait de show and be, c'est-à-dire comment montrer et être ce qu'on dit en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de congruence entre le discours américain de dire oui, I have a dream, etc. et de le faire. Et donc souvent, il y a un manque de congruence. Donc les aider vraiment à faire en sorte qu'on puisse changer ce rêve américain qui est l'American Dream ou l'Americanas pour aller vers un vrai American Dream où en fait il y a une nation américaine et qu'on réunit tout le monde. L'image de ça, et j'arrête de parler, c'est une grande table avec toutes les communautés américaines sur la même table et qui se parlent au même niveau et qui échangent ensemble et qui sourient en plus. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Basli. Alors, parlons argent maintenant. Pour beaucoup de personnes, consciemment ou inconsciemment, l'argent est une fin en soi. Mais si on considère l'argent comme un moyen, si tu avais $1 million qui arrivait sur ton compte aujourd'hui, comment l'utiliserais-tu? Alors moi, si j'ai $1 million qui arrivait sur mon compte là aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est de garder environ 20% de l'argent pour moi. Et puis maintenant, les 80% en fait pour déjà ma mission de vie qui est Include People at Scale. Donc c'est une mission dans laquelle mon but c'est de vraiment aider toutes les communautés, les gens qui sont pas inclus à la fois dans l'entreprise ou dans la tech à l'être. Donc quitte à lancer une fondation et mettre de l'argent et continuer à faire ça. Et puis une autre partie de cet argent-là pour investir dans la formation de ces personnes-là qui font partie de la diversité. Et puis maintenant une dernière partie qui va être un grant que je vais donner en fait à des associations qui font déjà le travail. Je raconte une petite anecdote. Moi récemment j'étais à Strasbourg et j'ai rencontré une association qui s'appelle Vue d'ensemble et qui milite déjà sur le sujet et ça fait 10 ans. Et je me suis dit à un moment donné que souvent on veut créer la roue, mais au niveau local, dans des pays, il y a des champions locaux.
Et c'est souvent des associations ou des entreprises, des startups. Et donc, c'est plus intéressant de s'appuyer sur des champions locaux pour œuvrer dans l'impact que de vouloir refaire ce que les gens font déjà. Donc, moi, la dernière partie de cet argent que j'aurai, c'est de chercher ces champions locaux-là à travers le monde et de leur donner de l'argent pour que ça soit un coup d'accélérateur dans ce qu'ils font déjà de bien et mieux que moi. Merci beaucoup, Basli, c'est inspirant. Quelle innovation, réaliste ou non, existante ou non, serait de nature à améliorer ton quotidien, à toi? C'est l'intelligence artificielle, et plus précisément la technologie GPT-3 ou GPT, parce qu'il y a 1, 2 et là on a GPT-3. Je trouve que OpenAI, cette organisation-là, a fait un travail vraiment phénoménal et me dire que aujourd'hui, on est capable de pouvoir générer des contenus, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, créer des contenus, ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, ça n'est plus forcément créatif, ça devient finalement un travail tribalium. Et moi, j'aime pas le travail sous la forme tribalium, mais j'aime bien le travail sous la forme créative. Bref, donc, je pense que GPT-3 est une techno qui, moi, me permettra de pouvoir déléguer des tâches répétitives qui ne servent pas à grand-chose, pour me concentrer en fait sur des tâches créatives qui me facilitent la vie. Et je trouve que de toutes les technologies à ma disposition, je pense que l'intelligence artificielle et plus spécifiquement la technologie GPT-3 est juste une innovation phénoménale. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec cette technologie? Concrètement, avec GPT-3, on peut faire tout, quoi. On peut créer, en tout cas dans le domaine du digital, on peut créer des applications juste avec une phrase. On peut générer une newsletter avec ça. On peut générer des mails, on peut générer des posts, on peut générer une fiche produit. On peut créer une œuvre d'art, donc tout ce qui est generative art. On peut créer une lyrics, une chanson, une musique. On peut tout faire, quoi. Tout faire dans le domaine, en tout cas, du numérique. Donc, c'est une technologie qui te serait très utile à toi pour ta casquette de créateur de contenu, parce que tu crées beaucoup de contenu. Exactement. Et si je donne l'image de ça, en fait, cette technologie-là, c'est à l'image de Jarvis dans Iron Man, qui est là, qui assiste M. Stark et qui, quand M. Stark veut faire quelque chose, dit, écoute, Jarvis, crée-moi une planète, machin, et automatiquement, Jarvis fait le boulot. Et ça, c'est vachement génial, puisque malheureusement, aujourd'hui, quand on pense Siri, on prend pas mal de plateformes aujourd'hui d'intelligence artificielle, elles sont pas encore assez matures, donc on peut pas avoir une interaction avec elles. Et GPT-3, je pense qu'on n'est pas trop loin de ça, de cette interactivité avec une intelligence artificielle pour nous assister dans notre créativité. Merci Basli. Alors Basli, aujourd'hui tu habites en France, mais tu partages ton temps entre la France et les États-Unis, mais tu es ivoirien. Et tu es arrivé en France il y a quelques années, donc tu as passé toute ton enfance, ton adolescence en Côte d'Ivoire. Quelle actualité ou information concernant ton pays t'affecte le plus et qu'en penses-tu? Quel est ton point de vue? Le truc qui m'affecte le plus dans mon pays, c'est vraiment la question de la stabilité politique, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on dit élection dans mon pays, ça veut dire que ça va pas forcément le faire, quoi. Et ça fait quasiment 11 ans et ça me touche énormément parce que il y a des gens qui arrivent à se projeter parce que tout simplement, ils ont les bras longs, donc du coup, ils savent que de toute façon, si jamais il y a un problème, ils ont une assurance, une double nationalité, je sais pas, mais moi ça m'agace parce que je veux que ce pays il grandisse, s'améliore, etc. Je n'ai pas la solution, je suis pas celui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire, mais je pense que l'une des solutions qui va permettre à ce pays-là vraiment de sortir de cette instabilité politique, c'est que on puisse vraiment avoir un vrai projet politique, surtout un projet sociétal, mais un projet sociétal qui s'inscrit dans l'ère du temps. Et c'est pas forcément que la Côte d'Ivoire, c'est aussi toutes les nations de ce monde. Hein. Il faut que les dirigeants maintenant se disent que le monde d'hier, il est mort. Et on est dans une phase maintenant où quand on parle de projet sociétal, c'est aussi un projet politique, c'est aussi un entrepreneuriat politique. Donc, on va gérer aujourd'hui de plus en plus avec le Web3 et toutes les technologies qu'on voit là, la cité, un peu comme une forme de hub numérique. Parce que aujourd'hui le numérique est transversal, il rentre dans tous les domaines. Et l'exemple fort de ça, c'est l'Estonie. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui là, il faut que mon pays et certains pays qui sont en tout cas dans l'ère du temps commencent à réfléchir à ça parce qu'il y a un grand gap qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que déjà, mon pays, comme on dit, PPTE, pays très pauvre endetté, tout ce qu'on veut, voilà. Mais le problème est que si là, on a raté le train de l'industrialisation, si on rate encore le train du numérique, en fait, les écarts vont être encore 1000 fois plus grands. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, mes dirigeants, ils ont aucune idée, et même s'ils en pensent, c'est pas la priorité, quoi. C'est pas le top priorité du gouvernement ivoirien de travailler sur comment on va faire passer les citoyens ivoiriens maintenant à ce que souvent on appelle par euphémisme la Startup Nation ou bien une nation numérique. Alors, tu inities beaucoup de projets assez digitaux. Si tu devais créer une entreprise, quelle serait-elle?
Quelle serait sa mission, son objet? Je devais créer une entreprise, j'en ai une, mais bon, je pense que j'essaie de jouer le jeu. C'est une entreprise qui formerait des entrepreneurs politiques. Parce que je trouve que, en fait, la formation telle qu'elle est faite des politiques aujourd'hui, elle est obsolète, démodée, ancienne, c'est pas grand chose. Et il faut former les leaders. Moi, j'appelle pas des politiciens, j'appelle des leaders. Les leaders de demain, les leaders de la cité. Parce que chaque cité, chaque ville sera un petit gouvernement parce que chaque ville peut aujourd'hui créer sa crypto, sa blockchain, etc. Et donc, pour chacune de ces petites villes-là, de ces petites cités, il faut en fait des gouverneurs, des gens qui savent, qui connaissent ce monde-là et qui ont cette agilité pour pouvoir parler au peuple avec un discours simple. Mais en même temps aussi, elles sont capables de pouvoir parler avec des développeurs, des informaticiens ou des innovateurs. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit avec le mouvement cyberpunk, hein, il y a plus vraiment de différence entre le virtuel et le réel. Là, le virtuel et le réel, maintenant, ils étaient à deux périphéries. Maintenant, ils sont au carrefour et puis bientôt, ils vont se marier et ils ont un petit bébé. Sauf que le petit bébé, il faut l'éduquer. Il faut préparer le bébé, il faut s'occuper de ce bébé-là. Et donc, si je dois créer une nouvelle entreprise, ça sert là de vraiment former les entrepreneurs politiques de demain. C'est un beau projet. Alors, j'ai une question maintenant pour ton âme d'enfant, ton âme de créateur. Sais-tu dessiner, Basli, et que sais-tu dessiner? C'est marrant. J'ai dessiné la petite histoire. J'ai commencé par le dessin, en fait, de l'informatique. J'ai un père qui dessine, qui peint, et moi aussi. Donc, normalement, je devais faire les beaux-arts. Finalement, comme mon père il voulait le faire, et il s'est dit, on peut pas vivre de l'art en Afrique, il allait faire autre chose. J'ai dit marin. Moi, je voulais faire ça, et il a dit, non, tu feras pas ça, parce qu'il s'est dit, peut-être que ça va être un bis repetita. Bref, donc ce que j'ai dessiné, je fais plein de choses. Je peux dessiner un Mickey, je peux dessiner la Joconde, une copie de la Joconde, je peux faire un portrait, j'arrive à tout faire. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à pouvoir dessiner comme ça, parce que les gens sont très forts qui arrivent à dessiner 2000 pas sans forcément avoir le support. Moi, j'ai besoin d'un support visuel, et à partir de ce support visuel, soit je fais une copie, mais j'ai du mal à dessiner sans quelque chose en face, en fait. Mais j'arrive à tout dessiner. Intéressant. Alors maintenant, on dit que le chant élève l'âme. Question identique pour ton âme d'enfant et ton âme de créateur. Sais-tu chanter quelque chose de beau? Alors, je suis pas un très très grand chanteur, mais je chante bien. Je dirais je chante bien et je slame bien aussi. Je rappe un peu bien aussi. Merci beaucoup, Basli. Basli, quelle est ta plus grande peur? Ah, ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est tomber. Physiquement? Physiquement, ouais. Physiquement, c'est-à-dire que j'ai la hantise de la chute, quoi. J'ai horreur de ça, mais par exemple, si j'ai pas encore skié parce que je sais pas skier, mais si je dois skier, forcément, je vais tomber, ça c'est sûr. Si je dois apprendre à faire du skate, forcément, je vais tomber. Donc pour ça, si je suis bien protégé, il y a pas de problème. Mais si j'ai pas tout ce qui est protège bras, avant-bras, protège genoux, j'aime pas ça. À chaque fois quand je veux tomber, je panique. Pourtant, tu m'as l'air d'être bien sur tes deux jambes. Basli, quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de pouvoir faire en sorte que mon projet de vie là, qui est vraiment inclus pour la scale, que demain ça se réalise. Mon rêve, c'est faire en sorte que demain, la diversité soit une évidence, quoi. Je veux plus qu'à chaque fois on doit expliquer aux gens pourquoi c'est normal d'être ensemble. Je veux ça. Après, je suis réaliste, peut-être que ça va pas se réaliser de mon vivant, mais je veux vraiment contribuer à ça. Contribuer et apporter ma petite pierre pour que demain, il y ait une niche de gens qui se disent que la diversité, c'est évident. Voilà, c'est évident, il faut le faire. Donc, cette cible de personnes-là, je les cherche. Moi, je les appelle la B-Nation. Et si sont 1 million de personnes dans le monde, ça serait pas mal, quoi. Donc, c'est mettre les gens ensemble, créer des espaces de coopération, d'entraide, de dialogue, etc. Dépasser nos barrières mentales, émotionnelles, nationales, raciales, etc. Exactement. Et concrètement, comment ça va s'exécuter? C'est d'une part, former les gens à la diversité, d'autre part, les aider à faire les choses ensemble. Donc, innover ensemble. Donc, c'est le vivre ensemble, le innover ensemble et le faire ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand on vit ensemble et on innove ensemble, à un moment donné, il faut le faire ensemble. Donc ça, si j'arrive à avoir un hub, imagine qu'on ait des hubs un peu partout dans le monde où les gens viennent, c'est un peu des endroits, des hubs de diversité. Ils viennent et ils apprennent ces trois choses-là, ces trois webs d'action. Ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent à innover ensemble et en plus, ils apprennent à faire ensemble. Et là, tu as des leaders qui vont faire ça au quotidien et qui vont former aussi d'autres personnes. Et puis voilà, ça va s'essaimer un peu comme les religions abrahamiques qui
On commençait dans un petit endroit, la petite péninsule du Moyen-Orient, et aujourd'hui, dans le monde entier, tu as des gens qui sont des disciples de... Voilà, pourquoi pas avoir des disciples de la diversité. C'est un beau projet, un beau rêve. Merci Basli. Basli, ferme les yeux, nous sommes en l'an 2100. Que vois-tu? Alors, je vois en fait toute une ville hyper connectée. Je vois énormément de pollution, mais je vois aussi en même temps que il y a dans certains endroits là où je suis, il y a des espaces verts où on essaie quand même de maintenir l'équilibre entre la technologie et l'environnement. Et je vois en fait un monde nouveau. Je vois des gens qui sont hyper intelligents et qui reviennent aux fondamentaux. Ces fondamentaux-là, c'est le respect de l'eau, le respect des anciens, le respect de la nature, etc. Mais en même temps, ils utilisent le numérique pour pouvoir comprendre le passé, vivre dans l'instant présent et se projeter dans l'avenir. Donc, on est vraiment dans l'alliance parfaite entre la tradition et la technologie, hein, pour le coup. Exactement. Ouais, c'est le monde dont tu rêves. Basli, quelle est la plus belle chose que tu aies eu à voir jusqu'ici dans ta vie? Des questions difficiles, mais je vais essayer. Le truc que j'ai vu qui m'a vraiment, vraiment impressionné, vraiment dans mon cœur comme ça, là, c'est l'université de MIT. Je suis allé à MIT, j'ai eu la chance de vivre à MIT pendant 15 jours. Et c'était une expérience incroyable. De me dire que je suis là au cœur de l'innovation aux États-Unis et valider toutes les thèses que j'avais sur comment, en fait, tous ces gens-là, Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous ces gens qui sont quasiment, soit ils ont été à MIT ou à Stanford, comment ces gens ont pu, à partir de ces universités, impacter le monde entier avec des innovations. Et donc, participer aux cours, etc., c'était une expérience magique, quoi. C'était pour moi la chose la plus incroyable que j'ai vue, quoi. C'était un moment très fort. Ça t'a fait vibrer, visiblement. Exactement. Basli, si tu devais écrire un livre qui décrypterait le monde d'aujourd'hui, quel en serait le titre? Alors, si je devais écrire un livre, le livre s'appellerait Internet Dilemma, fracture numérique, fracture sociale. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, voici l'état des lieux, à mon sens. L'état des lieux est que on est passé d'une société centralisée vers une société décentralisée. Donc, un peu du féodalisme, c'est pas nouveau. Sauf que là, c'est un féodalisme 2.0 où finalement les terres ne sont pas des terres physiques, ce sont des terres virtuelles, des terres qui vont favoriser ce qu'on appelle aussi de la rareté numérique. Autrement dit, chaque élément qu'on va créer sur Internet, ce qu'on appelle souvent des digital assets, donc des biens numériques, ces biens numériques-là vont soit nous appartenir et auront de la valeur, ou soit vont nous appartenir et n'auront pas de valeur. Tandis que pour certaines personnes qui auront acheté des terres numériques ou auront créé de la valeur numérique, eux vont gagner énormément d'argent. Pour rappel, aujourd'hui, il y a par exemple, Beeple, qui est un artiste du street art et aussi digital art, a vendu minimum 3 millions et 6 millions de NFT et en moins de quelques semaines. Et ça, il y a des gens qui toute la vie ne vont jamais gagner ça. C'est l'état des lieux aujourd'hui de notre société. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer une nouvelle classe d'humains que moi j'appelle Homo Interneticus, donc des gens qui sont au bout de la chaîne là de valeur et qui en fait vont redessiner l'égalité de chance, mais aussi l'éducation, mais aussi le monde de l'économie, les règles de l'État. Ils sont en train de redéfinir les règles et ils vont mettre de nouvelles règles. Et donc c'est un peu comme un Far West. Je fais la suite avec ça. Ce livre-là parlera de ça, de ce Far West-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce Far West où tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut et sans éthique. Je ne donnais pas d'avis, mais je laisse les auditeurs imaginer ce scénario-là et ce décor-là dans ce livre-là et je me ferai le plaisir, en tout cas quand j'aurai l'opportunité d'écrire ce livre, d'aller dans les détails. Tu as parlé de NFT. S'il fallait expliquer ce que signifient, ce que sont les NFT à un enfant de 6 ans, avec quel mot le dirais-tu? NFT, c'est Non-Fungible Token. Bon, tout ça reste encore compliqué. Les NFT, c'est des titres. Par exemple, quand on est dans une maison, on a un titre de propriété. Donc, ce qui fait que papa est propriétaire, c'est parce qu'il a un titre de propriété. Donc, dans Internet, pour pouvoir acheter des boucliers, des épées, ce que l'enfant va faire, la même manière que il achète des épées, etc., des boucliers dans les jeux vidéo, il pourra aussi acheter des biens numériques. Et le titre pour acheter ça, c'est les NFT. Merci Basli. Basli, que signifie la religion pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Le mot religion vient du terme religare en latin. Religare, c'est relation. Pour moi, il y a deux perceptions de la religion. Il y a la perception traditionnelle où la religion serait en fait une communauté de gens autour d'une narrative qui peut être fausse ou vraie, parce qu'on a été créé et fait pour croire à l'histoire. Moi, je ne veux pas juste croire à une histoire. Je veux développer une relation avec soit un être supérieur, soit avec des entités supérieures, soit avec des anciens, peu importe ce qui est sacré et sacrificiel pour moi, et je vais être en relation avec ces entités-là et parler de la même manière que je parle avec toi, j'échange, je passe un bon moment avec toi, de la même manière aussi, dans cette deuxième approche de la religion, on va vraiment être en échange et en discussion avec les et moi c'est ce que je pratique aujourd'hui, c'est que moi je me définis pas comme un religieux, mais bon, on va me mettre dans cette case là, mais si on me met dans cette case là, je suis pas du côté narrative, histoire, on y croit et on suit et on n'a aucune réflexion derrière, analyse critique. Non, moi je suis du côté en fait on a une relation et donc c'est une relation une relation à soi-même, une relation à l'autre. Voilà, une relation à soi, une relation à l'autre, et c'est aussi une relation de transcendance parce que on s'élève quoi. Voilà, on s'élève, on sort du cosmos et voilà, c'est une expérience qui est métaphysique. Donc, voilà. Merci, Basli. Basli, tu es ivoirien, on l'a dit. Quelle spécificité culturelle de ton pays, la Côte d'Ivoire, de quelle spécificité culturelle es-tu le plus fier? Moi, la spécificité de mon pays, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, il y a deux choses. On est très accueillant et on est très heureux. C'est un pays qui est très heureux. On a traversé plein de choses, mais malgré tout ce qui se passe, on a toujours la patate, on a toujours la banane, quoi. Donc, je l'ai pas dit, mais s'il fallait choisir une entité, un pays, pour moi, le pays où on est le plus heureux au monde, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on a une expression à l'ivoirienne, on dit la Côte d'Ivoire, c'est le plus doux au monde. C'est-à-dire qu'on est capable de puiser en nous quelque chose pour créer de la joie. Et l'accueil de l'autre, on n'a pas peur d'accueillir les autres. L'étranger, c'est pas un problème pour nous. Après, oui, il y a souvent des petites histoires avec les étrangers, mais on n'a pas ce rapport à l'étranger qui est dur. On est très accueillant et oui, il peut y avoir des problèmes comme tout le monde, on avait souvent des étrangers, mais les étrangers sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays au monde. C'est vrai que quand on est en Côte d'Ivoire, on sent cette joie qui rayonne dans la rue, parmi les êtres, et c'est communicatif. Basli, si on n'avait pas besoin de gagner de l'argent quand on travaille, si on n'avait pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, quel dream job, quel travail rêverais-tu de faire, ferais-tu? Conférencier. Tu es en route, tu es en voie. Voilà, moi j'aimerais juste qu'on me paye juste pour parler, quoi. On me dit, ok, tu veux parler? Oui, on te paye. Voilà. C'est le meilleur job pour moi, le meilleur job au monde. Si tu devais expliquer notre planète à quelqu'un qui vient d'une autre planète, que lui dirais-tu? Alors, si une personne d'une autre planète venait sur cette Terre-là, je lui dirais, écoute, bienvenue sur la Terre. Il y a 3 choses que tu dois savoir sur la Terre. La chose numéro 1, tu dois faire confiance à personne. Mais vraiment personne. Parce que la Terre, c'est un environnement où tantôt une personne peut avoir confiance en toi, peut être bien, mais par rapport à la saison et la raison dans laquelle se trouve cette personne-là, tu peux ne plus avoir confiance en elle parce que souvent on est comme ça, on est un peu bipolaire. Donc tu peux avoir confiance, mais il faut que ça ne soit pas du 100%. Ça peut être du 60%, du 40%, peu importe, mais il faut qu'il y ait une marge de manœuvre pour ne pas être surpris. La confiance, ça se gagne. Voilà, c'est ça. La deuxième chose que je lui dirais, cherche pas à convaincre les gens, parce que sur la Terre, il y a beaucoup d'avis divergents, voilà. Mais c'est normal, c'est comme ça. On a l'habitude de ne pas être d'accord, mais malgré ça, ça va quand même. Et puis la troisième chose que je lui dirais, bon, faut que tu te prépares parce que bientôt, cette planète va disparaître. Elle a pour vocation de disparaître. Donc, t'es là, tu te fais des potes. On est encore là pour quelques siècles, quelques millénaires, pourquoi pas. Mais on ne fera pas des millions d'années. C'est perdu d'avance. Donc voilà. C'est un peu chaotique, mais voilà, un peu drôle aussi à la fois parce que je me dis que finalement, peut-être que Elon Musk pourrait aussi nous aider à aller sur Mars. Ou bien cette personne-là qui vient sur Terre pour savoir un peu comment ça se passe sur Terre, quoi. Donc, en somme, tu lui parlerais de confiance, de peur et de finitude. La confiance, ça se gagne. N'aie pas peur du brouhaha ambiant et des idées divergentes, des modes de pensée différents, il faut les intégrer. Autrement dit, apprends à écouter. Et puis, sois conscient que tu es là pour un temps limité, ou en tout cas, les habitants de cette planète Terre sont là pour un temps limité. C'est bien ça que tu dirais. C'est ça. Et de toute façon, tu peux les emporter avec toi parce que comme tu viens d'une autre planète, ça serait bien d'en avoir 1 ou 2 comme potes dans ton voyage retour, quoi. Merci, Basli. Basli, est-ce que ta vie à toi est plus simple ou plus compliquée que celle de tes parents?
Je pense que ma vie est plus simple que celle de mes parents. Je vais pas être ingrat à la vie. Je pense que mes parents ont fait le nécessaire pour que je manque de rien. Et j'ai jamais manqué de rien. Ça a été dur, mais ce qui a été dur pour moi, c'est vraiment peanut pour plein d'autres personnes, quoi. Donc voilà, moi je pense que là, je réalise mes rêves, je voyage, je fais le tour du monde. Ma mère n'a pas eu cette chance-là. Mon père, lui, a eu cette chance, il a tourné un peu. J'ai des cousins, j'ai des cousines qui n'ont pas eu cette chance. J'ai une sœur qui n'a pas eu cette chance-là. Donc ouais, je suis chanceux, quoi. Ouais. Basli, tu viens de répondre à beaucoup de questions variées. S'il te fallait, toi, poser une question aux personnes qui nous écoutent, quelle serait cette question? Moi, si j'ai une question à poser à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, c'est la question du pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vous réveillez le matin, vous allez au travail? Pourquoi vous avez des enfants? Pourquoi? Mais je sais pas juste le pourquoi, mais c'est vraiment le pourquoi de tout ce qu'on fait là. Et derrière cette question du pourquoi, il y a une question subsidiaire parce que les gens disent pourquoi ça veut tout et rien dire. Oui, ok. La question subsidiaire de ça, c'est quoi votre narrative? C'est quoi votre narrative? Parce que une fois que vous connaissez votre narrative, tout le reste va avoir du sens. Quand les gens commencent à dire ouais, ma vie n'a pas de sens, c'est normal parce qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, asseyons-nous, prenons le temps. Souvent, il y a des gens qui vont, ça va être dur d'avoir la réponse, etc. Bref, pour ne pas moi-même répondre à la question, pourquoi? Posez-vous la question de pourquoi vous faites ce que vous faites. Et si vous y répondez, c'est déjà un bon début. Alors, c'est une question à laquelle il est parfois très difficile de répondre. Parfois, il faut des années, il faut un miroir à se faire aider. Il s'agit de mettre des mots sur ces désirs profonds. Ce sont des émotions souvent. Donc, pour le cerveau, c'est compliqué. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour améliorer tout de suite leur quotidien? Alors, moi, le conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent pour améliorer leur quotidien, ça va être les choses suivantes. Numéro 1, ayez de la gratitude. Mais vraiment. Je sais pas, ok, vous n'avez pas à manger, ok, mais ayez de la gratitude. Chaque matin, réveillez-vous, ayez de la gratitude. La gratitude pour la nature, la vie, le soleil, les animaux. Choisissez votre camp, c'est pas mon problème, mais ayez de la gratitude. La deuxième chose que vous allez faire, taisez-vous. Taisez-vous, écoutez. Plutôt entendez. Je dis pas juste d'écouter, mais entendez. Écouter, c'est j'entends un son. Entendre, c'est j'entends un son et je l'intègre. Donc entendez, soyez silencieux. Entendez votre corps, votre âme, votre esprit, les gens, la nature, vous parler. Et puis la troisième chose que vous allez faire, c'est que quand vous avez de la gratitude, mais quand vous vous taisez, quand vous apprenez à vous taire, donc silence. Maintenant, dernière chose à faire, ça serait souhaitable, de partager. Partager, c'est-à-dire que vous avez une personne autour de vous, vous la connaissez pas, partagez. Partagez le peu que vous avez. Ça peut être une parole, ça peut être, je prends un exemple, vous rencontrez une personne dans le métro qui est un peu timide, tristouillée, machin. Bonjour madame, vous allez bien? Juste vous dire que, je sais pas, mais juste vous dire que franchement, si jamais il y avait un problème, et s'il n'y a pas de problème, c'est pas bien grave, moi je vous dis juste que je suis content et je suis content de vous voir. Et j'espère que vous serez contente aussi, vous, cette journée-là. C'est un exemple de trucs à faire qui sont simples, qui ramènent de l'énergie à l'autre. Et donc, comme on a des neurones transmetteurs, le fait de faire ces 3 mouvements de gratitude, silence, don, ça va faire que quand on fait l'effet inverse, on va aussi recevoir. Parce que celui qui donne, reçoit. Merci Basli, c'est très inspirant. Basli, pour toi, que signifie être le héros de sa propre vie? Pour moi, être le héros de sa propre vie, je m'inspire un peu des 12 travaux d'Hercule. Alors, Hercule, on le sait tous, il était ni Dieu, ni humain. Il était les deux à la fois. Donc, il va faire 12 travaux et c'est dans ces 12 travaux qu'il va finalement, dans sa complétude, devenir un dieu. Parce qu'il va travailler. Sauf qu'il va, en travaillant, il va transformer le tribalium en créativité, en espace de créativité. Et donc, c'est dans cette créativité-là, dans cette passion pour la mission, qu'il va transformer sa vision en mission. Je pense que finalement, quand on se concentre sur l'élément le plus sacré et sacrificiel en nous, on a automatiquement accès à un carrefour de possibles. Pour certains, ça va prendre du temps, pour certains, ça va pas être clair, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, ce que je fais pour pouvoir avoir une route claire et avoir un focus, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour investir en moi? Et quand je vais investir en moi, comment après maintenant le donner aux autres? Donc, ces 2 mouvements de investir en moi, investir en l'autre, c'est ça qui me permet à chaque fois de passer de l'humain au divin. Donc, je ne dis pas que je suis un dieu, je ne dis pas que je serai un dieu. Je dis juste que mon but, c'est un peu comme les plantes, l'image des plantes. Quand on sème sur une plante, la plante est tend vers le haut.
C'est ça. Moi, mon but aussi, c'est que voilà, je puisse tendre vers le haut et je pense que c'est important de faire ce processus-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voici un peu mon approche un peu philosophique de cette question. Donc les 12 travaux d'Hercule sont des chantiers très différents les uns des autres, mais que l'homme doit mener à bien. Et cet ensemble de projets, de travaux, de 12 travaux menés à bien, c'est ça qui fait que si on le fait, on est le héros de sa propre vie. Exactement, c'est-à-dire que quand on prend chacune de ces allégories-là, il y a des leçons. On ne va pas les faire là. Mais devenir le héros de sa propre vie, c'est de se dire, OK, je commence par une histoire, une narrative. Dans cette histoire, dans cette narrative, il y aura plusieurs chapitres. Mais ce qui est intéressant dans une histoire, il y a toujours deux choses. Il y a les rebondissements et il y a le climax. Quand je vais définir l'histoire, donc ma narrative, je connais le début de l'histoire. Je connais même la fin. Je ne vais pas peut-être connaître les rebondissements. Mais quand je vais transformer les rebondissements en quelque chose qui va m'amener à faire ce qu'on appelle le mea culpa va me donner de l'énergie pour pouvoir maintenant faire un autre pas pour aller au climax. Parce que c'est dans la répétition. Donc, être héros de sa vie, c'est quoi? C'est répéter, c'est comme les sportifs. Quand on répète un mouvement chaque jour, là, par exemple, le fait que ça soit dans ce podcast ou quand je suis seul ou en conférence ou sur Clubhouse ou whatever, je parle tout le temps. J'ai développé une certaine forme j'ai doublé mon propos, ma narrative. Donc, il y a des moments où je vais parler de manière spontanée, il y a des moments où je vais parler de manière structurée parce que je répète le même discours, mais de différentes manières. Donc, je connais tous les scénarios, tous les différents... parce que je le répète, en fait. Mais à un moment donné, puisque je répète tout ce que je dis, quand on va me donner l'opportunité de m'exprimer, je vais révéler le héros qui est en moi, mais ce héros-là, il ne s'est pas manifesté sur le terrain le jour J, parce que j'ai décidé. Il se développe dans l'ombre, dans l'antichambre. Quand je répète ma narrative, donc ma narrative me permet de pouvoir tester mes rebondissements, parce que le climax, il arrive au moment où, en fait, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. C'est le temps où on révèle le charisme en nous. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que dans une histoire, il y a toujours des choses qui nous dépassent. Et donc, quand on arrive à cette synchronicité entre notre temps, qui est le temps chronos, et le temps qui est divin, qui est le temps kairos, ce mélange de ça crée le climax. Mais il faut se préparer à ça. Et on se prépare en faisant. On répète. La narrative qu'on se donne, qui est une affirmation positive. Je prends par exemple ton cas, peut-être que tu dis « je suis héros », mais si tu dis ça tous les jours, et quand on te donne l'opportunité de pouvoir t'exprimer, tu diras « je suis héros » et ça va venir naturellement parce que tu le dis tous les jours. Merci Basli. Alors Basli, je ne sais pas si notre échange est le fait du kéros ou du chronos, mais en tout cas, il y a un chronos, donc je vais te poser la dernière question. Pour toi, Basli, qu'est-ce que la force d'âme? Pour moi, la force d'âme, c'est l'amour, quoi. Parce que dans l'âme, t'es aimé, tu vois, quand tu rajoutes un I à âme, ça fait M. Et quand tu mets un R, ça fait aimer. Et donc, je pense que l'âme, quand on lui apporte de l'intégrité, en fait, le I, et qu'on lui rapporte un R, une forme de rareté dans notre approche, parce que c'est pas le fait d'être tout le temps ensemble qui nous permet de nous aimer, mais c'est de passer des temps de qualité comme celui-là, et comme toutes les belles choses dont tu nous fais aussi, on s'arrête, c'est de honorer ce temps sacrificiel, ce côté sacré-là, avec notre intégrité et notre rareté. Et donc, quand on met ça, on rajoute ça à une âme, ça donne l'amour et ça donne aimer, quoi. Donc le fond d'âme, là, c'est l'amour, quoi. Tout simplement. Merci beaucoup, Basli. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.